Valérie Pécresse, investie candidate pour la droite à la présidentielle. Son parti, les Républicains, l'a choisie à plus de 60% des voix. Ses anciens adversaires, vous les voyez à l'écran, se rangent derrière elle et lui apportent tous leur soutien. On parlera de la Gambie dans ce journal. Élection présidentielle ce samedi. Les bureaux de vote ont fermé. 6 candidats attendent d'être départagés 5 ans après la chute du dictateur Yahya Jammeh. Et puis le pape, lui, poursuit sa visite en Grèce. Il dénonce une Europe déchirée par les égoïsmes nationalistes. Il doit se rendre demain sur l'île de Lesbos, là où les migrants vivent depuis des années dans des conditions extrêmement compliquées. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. C'était le dernier grand parti français à ne jamais avoir choisi une femme pour le représenter à la présidentielle. C'est désormais confirmé. Valérie Pécresse représentera donc les Républicains en avril prochain. On l'écoute. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions. Elle est unie. Et elle part au combat avec une volonté implacable parce que la France ne peut plus se permettre d'attendre. Voilà pour la première prise de parole de Valérie Pécresse, celle qui a fait ses armes auprès de Jacques Chirac, se dit prête aujourd'hui à rassembler la droite. Son portrait est signé Ethan Hadji. Notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. C'est une première dans l'histoire politique de la droite française et c'est Valérie Pécresse qui incarne désormais le nouveau visage de cette droite républicaine. Cap sur la présidentielle de 2022 pour cette femme de 54 ans qui a méthodiquement gravi les échelons du parti Les Républicains jusqu'à devenir incontournable. Valérie Pécresse, née en juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, et suit un parcours d'excellence. Baccalauréat à 16 ans, puis HEC et ENA, elle se construit rapidement une image de femme bosseuse, méthodique et structurée. Une cacique de la droite qui fait ses armes auprès de son mentor Jacques Chirac, puis en tant que députée, avant d'obtenir différentes fonctions ministérielles sous Nicolas Sarkozy. En 2015, cette mère de 3 enfants est propulsée à la tête de la région Île-de-France. Valérie Pécresse est ensuite réélue en 2021. Elle s'est consacrée ces dernières années à la présidence de la région, sans pour autant abandonner ses ambitions nationales. Dès 2017, elle prend ses distances avec les Républicains et lance son propre mouvement politique baptisé Libre. Son credo, une droite ferme, sociale et réformatrice. Le succès est au rendez-vous. Une centaine de maires, parlementaires et autres conseillers régionaux rejoignent le mouvement. La passionnée de boxe s'est donné des coups. Et même si elle est aujourd'hui à la traîne dans les sondages, avec environ 10% d'intention de vote, elle a promis de tourner la page Macron. On reste en France où la 5e vague du coronavirus poursuit son avancée. 10 millions de Français ont reçu une dose de rappel. En attendant, la pression, elle, s'intensifie à l'hôpital. Le personnel soignant a dénoncé aujourd'hui ses conditions de travail. Une mobilisation nationale a été organisée pour, je cite, la défense de l'hôpital public et de son système de santé. Manifestation organisée à l'appel de plusieurs collectifs et syndicats. Et avec le variant Omicron qui gagne lui aussi du terrain, la France durcit ses règles d'entrée sur le territoire. Les voyageurs en provenance d'Afrique australe devront désormais subir un test Covid à leur arrivée. Un isolement obligatoire de 10 jours est également imposé. Arrivée en France pour ces voyageurs bloqués depuis une semaine en Afrique australe, après la suspension des liaisons aériennes. Chaque passager, vacciné ou non, doit montrer un test négatif effectué dans les 24 ou 48 heures avant d'en subir un nouveau sur le sol français. Des nouvelles mesures qui engendrent de l'attente pour les passagers qui ne cachaient pas leur colère ce matin à Roissy. On est bloqué depuis ce matin, ça fait 3 heures à peu près qu'on est arrivé et on ne peut toujours pas sortir. C'est la désorganisation totale. Nous, on a une correspondance. Une dame a raté son avion. En entassant des vols qui viennent de l'île Maurice, dans un couloir qui est un goulot d'étranglement avec un vol qui venait d'Afrique, des vaccinés, des non-vaccinés ensemble. Désormais, seuls les ressortissants européens et les diplomates peuvent entrer en France depuis ces 10 pays d'Afrique australe classés rouge écarlate. Tous doivent respecter une quarantaine de 10 jours, même s'ils sont testés négatifs. Des restrictions nécessaires selon le gouvernement, en raison de la menace du variant Omicron.
Il y a une contrainte. Moi, je suis désolé pour les passagers qui reviennent de leurs vacances à l'île Maurice, mais il y a juste 66 millions de Français qui attendent qu'on mette en place un cadre drastique pour garantir qu'on protège le pays vis-à-vis de ce variant. Les voyageurs qui ne respecteraient pas la quarantaine risquent une amende de 1 500 €. La tournée du président français dans les pays du Golfe se poursuit. La signature de contrats juteux aussi, avec la vente de 80 Rafales hier aux Émirats Arabes Unis. Airbus a décroché aujourd'hui un contrat de 26 hélicoptères qui seront vendus à une société saoudienne, tandis que le français Veolia, lui aussi, a remporté un contrat de gestion des services d'eau potable à Riyad. Emmanuel Macron a par ailleurs rencontré, vous le voyez, le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, et ce 3 ans après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Écoutez Emmanuel Macron à ce sujet. Nous avons parlé de tout absolument sans aucun tabou avec Mohammed Ben Salman, et nous avons pu évoquer évidemment la question des droits de l'homme, évidemment la sensibilité de la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct, je l'espère efficace. La Gambie choisit son futur président. 6 candidats sont en lice, dont le sortant Adama Barrow, un scrutin qui se joue à un seul tour, 5 ans après la chute du dictateur Yahya Jammeh, chassé du pouvoir après 22 ans d'un régime autoritaire. Les bureaux de vote viennent tout juste de fermer. Kevin Battista. Banjul, petite capitale marquée par la pauvreté, est à l'image de la Gambie. Ancienne colonie britannique, enclavée à l'intérieur du Sénégal, la Gambie est un petit État un peu plus grand que la région Île-de-France, 11 000 km². Avec moins de 2 500 000 habitants, en grande majorité musulmans, le pays est l'un des plus densément peuplés en Afrique. C'est aussi l'un des États classés parmi les moins avancés selon les critères de richesse de l'ONU. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avant la pandémie, son économie reposait essentiellement sur le tourisme, l'agriculture et les transferts d'argent de la diaspora qui représentaient presque 22% du produit intérieur brut d'après la Banque mondiale. Aujourd'hui, le tourisme est quasi à l'arrêt. 10 000 Gambiens auraient contracté le Covid-19. À peine 10% de la population serait totalement vaccinée. Entre son indépendance en 1965 et 2016, le pays n'a connu que 2 présidents, dont Yahya Jammeh, un militaire qui a régné sans partage de 1994 jusqu'à sa défaite dans les urnes face à Adama Barrow. Une commission nommée Vérité, Réconciliation et Réparation, créée en 2017, accuse son régime de multiples exactions. La misère et une démocratie fragile, 2 facteurs qui ont poussé des milliers de Gambiens à s'exiler. En 2017, la Gambie était l'un des principaux pays d'origine des migrants traversant clandestinement la Méditerranée. Le pape est arrivé ce samedi à Athènes, première étape de son voyage qui l'emmènera demain sur l'île grecque de Lesbos, où les migrants vivent toujours dans des conditions particulièrement difficiles. Visite symbolique, mais aussi hautement politique. Et Tanadji. C'est une visite pour l'histoire. Le pape François à Athènes, aux côtés de la présidente grecque, pour, dit-il, renforcer les liens de l'Église catholique avec ses frères de foi, les chrétiens orthodoxes. Ces 2 courants du christianisme sont séparés depuis le schisme de 1054 entre Rome et Constantinople. Alors cette visite papale, la première en 20 ans, a une forte valeur symbolique. Depuis cette ville, berceau de la civilisation, que le message qui élève notre regard vers les autres continue de résonner. Ici en Grèce, les catholiques ne représentent qu'1,2% de la population. La grande majorité est orthodoxe. Et les relations entre les 2 rites sont très compliquées, depuis le sac de Constantinople de 1204. Le gouvernement grec redoute même des manifestations antipapistes emmenées par des fondamentalistes orthodoxes, même si de nombreux religieux appellent désormais à l'union des chrétiens. Nous attendons de la visite du pape qu'il construise des ponts et non des murs. Une visite placée sous le signe de l'union entre tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou autres. Un message d'union, mais également de solidarité avec les migrants. Sur cette question, le souverain pontife a dénoncé une Europe déchirée par les égoïsmes nationalistes. Le pape François est attendu ce dimanche à Lesbos. Il y était allé en 2016 déjà,
pour apporter son soutien aux réfugiés. On aimerait lui faire part de nos problèmes dans le camp. Je pense que c'est une bonne personne et qu'il nous comprendra. Sur cette île emblématique de la crise migratoire, l'afflux de migrants est incessant. Au moins 30 nouveaux demandeurs d'asile y ont accosté mercredi. Prochain journal dans 20 minutes.